Dans la paisible ville de Crestridge, en Géorgie, le shérif n'était pas seulement une figure d'autorité, il était un symbole de stabilité, une personne en qui les habitants avaient une confiance absolue. Le shérif Matthew Holbrook, un homme de 38 ans, était connu pour son calme et son sens du devoir. Mari et père, il avait protégé la ville pendant des années. Mais la découverte du corps d'une jeune femme sur la rive du fleuve brisa la tranquillité de Crestridge. Ce n'était pas le genre de crime auquel la ville était habituée. Il n'y avait aucun signe de lutte ni de motif évident derrière ce décès. La femme fut identifiée comme Aisha Khan, une jeune fille musulmane de 19 ans, issue d'une famille immigrée locale. Sa mort était inattendue, mais ce qui suivit fut encore plus choquant. Au fil de l'enquête, il devint évident que ce n'était ni un accident ni un simple crime passionnel. Derrière le badge du shérif se cachait un secret que personne n'aurait pu deviner, une liaison secrète entre Matthew Holbrook et Aisha. Leur relation illicite, dissimulée aux yeux de tous, déclencha une série d'événements menant à la trahison, au mensonge et, finalement, au meurtre. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous pour suivre cette histoire. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail et n'hésitez pas à partager de quel pays vous venez. Crestridge était une ville fière de sa tranquillité. C'était un endroit où le plus grand scandale pouvait être une dispute de clôture cassée ou un adolescent pris en excès de vitesse sur la rue principale. La plupart des résidents y vivaient depuis des générations, et les nouveaux arrivants étaient rares. Tout le monde se connaissait, et il y avait un sentiment de sécurité dans la routine prévisible de la vie de petite ville. C'était une communauté qui n'attendait pas le changement et encore moins la tragédie. Au cœur de cette ville paisible se trouvait le shérif Matthew Holbrook. À 38 ans, Matthew était une figure respectée non seulement en raison de son titre, mais aussi grâce à son engagement personnel envers son rôle. Il avait servi la communauté pendant 5 ans en tant que shérif, et avant cela, il avait été adjoint pendant près d'une décennie. Sa vie semblait parfaite. Il avait une femme aimante, Suzanne, et 2 jeunes enfants. De l'extérieur, la famille Holbrook représentait l'idéal de la famille sudiste, avec les services religieux du dimanche et les barbecues dans le jardin. Mais sous la surface, la vie de Matthew était loin d'être parfaite. Son mariage avec Suzanne s'était refroidi au fil des ans. Ce qui avait été autrefois une relation passionnée s'était transformé en une routine monotone. Suzanne, dévouée en tant qu'épouse et mère, s'était concentrée davantage sur les enfants et son rôle dans la communauté que sur son mariage. Matthew, de son côté, s'était éloigné, se plongeant dans son travail et évitant le vide émotionnel qui s'était creusé entre eux. Aisha Khan, quant à elle, contrastait fortement avec les habitants de Crestridge. À seulement 19 ans, elle était la fille d'immigrants musulmans installés à Crestridge depuis une décennie. La famille Khan possédait une petite épicerie en ville et, bien qu'elle soit respectée par la plupart des habitants, elle restait quelque peu isolée. Les parents d'Aisha étaient conservateurs, attachés à leurs valeurs culturelles et religieuses, mais Aisha, elle, était différente. Elle avait grandi tiraillée point de monde, les attentes traditionnelles de ses parents et son propre désir de liberté et d'indépendance. Aisha était brillante, ambitieuse et agitée. Elle rêvait de quitter Crestridge, d'aller à l'université et de découvrir le monde au-delà des limites de sa petite ville. Mais pour l'instant, elle était coincée à Crestridge, travaillant dans le magasin familial et vivant sous l'œil vigilant de ses parents. Ce fut une rencontre fortuite qui réunit Aisha et Matthew. Un jour, un petit vol eut lieu dans le magasin de la famille Khan. Matthew fut appelé pour enquêter, et c'est lors de cette visite de routine qu'il rencontra Aisha pour la première fois. Elle était polie et respectueuse, mais quelque chose en elle attira l'attention de Matthew, une intensité dans son regard, une vivacité dans ses paroles. Elle n'était pas comme les autres jeunes femmes de Crestridge, et cela l'intriguait. Dans les semaines qui suivirent leur première rencontre, Matthew trouva des excuses pour passer plus souvent au magasin des Khan. Ce qui commença par des conversations banales entre le shérif et une jeune femme se transforma bientôt en quelque chose de plus. Aisha posait des questions à Matthew sur son travail, sur sa vie de policier et sur les histoires de la ville. De son côté, Matthew était attiré par sa curiosité, son intelligence et la manière dont elle semblait chercher quelque chose au-delà de la vie qu'elle connaissait. Leurs interactions furent d'abord subtiles, de simples questions anodines sur la loi, des plaisanteries légères sur les commérages de la petite ville. Mais à mesure que leurs conversations se succédaient, une tension non dite commença à s'installer entre eux. La fascination d'Aisha pour Matthew grandissait, non seulement à cause de son statut de shérif, mais parce qu'il représentait un monde si différent de celui dans lequel elle avait grandi. Pour Matthew, l'attraction était indéniable. La jeunesse et la vitalité d'Aisha étaient enivrantes.
Elle le faisait se sentir vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Chez lui, son mariage avec Suzanne était devenu plus un partenariat qu'une romance. Ils partageaient les responsabilités, mais la connexion émotionnelle et physique s'était éteinte depuis longtemps. Suzanne était une mère dévouée, mais son attention portée aux enfants et à la communauté laissait peu de place à leur relation. Esha, en revanche, faisait que Matthew se sentait désiré. Elle l'écoutait, le mettait au défi et l'admirait. Il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par l'excitation que cela provoquait, la discrétion, le danger, l'adrénaline d'être avec quelqu'un de bien plus jeune. Ce qui avait commencé comme une amitié innocente franchit rapidement la limite pour devenir quelque chose de bien plus compliqué. Un soir, après une journée particulièrement longue au bureau du shérif, Matthew se retrouva à passer en voiture devant le magasin des cannes. Il était tard, et la ville était silencieuse. Il aperçut la lumière encore allumée dans le magasin et décida de s'arrêter. Esha était là, seul, en train de fermer pour la nuit. Ils échangèrent quelques mots, mais une tension palpable flottait dans l'air, une tension que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Matthew savait que c'était mal, il savait que si quelqu'un le découvrait, cela détruirait non seulement sa carrière, mais aussi sa famille. Mais à cet instant, debout dans le magasin faiblement éclairé, avec Esha le regardant avec un mélange d'admiration et de désir, il ne pouvait pas s'éloigner. Il se pencha, sa main effleurant la sienne, et cela suffit pour briser la barrière qui retenait leurs émotions. Leur premier baiser était hésitant, mais il suffit à libérer tout ce qu'ils avaient refoulé. Dès cette nuit-là, leur relation changea. Ils commencèrent à se retrouver en secret, à s'éclipser dans des villes voisines où personne ne les connaissait, à échanger des textos tard dans la nuit, et bientôt, leur relation devint plus intime. L'affaire était tout ce que Matthew avait manqué dans sa vie, de l'excitation, de la passion, et le sentiment d'être désiré. Mais aussi exaltante qu'elle fût, elle était également dangereuse. Matthew était une figure publique et Esha la fille d'une famille musulmane dévote. Si quelqu'un l'apprenait, les conséquences seraient catastrophiques. Ils connaissaient tous deux les risques, mais l'attraction entre eux était trop forte pour être ignorée. À mesure que les semaines devinrent des mois, leur relation s'intensifia, mais la passion s'accompagnait du poids du secret. Pour Esha, ce fardeau devint insupportable. Elle s'était toujours sentie déchirée entre les attentes de sa famille et son désir d'indépendance, mais maintenant, elle était prise dans un réseau de mensonges qui menaçait de détruire sa vie entière. Les parents d'Esha avaient commencé à la pousser à se marier. Ils avaient déjà commencé à lui présenter des prétendants potentiels issus de leur communauté, de jeunes hommes aux valeurs similaires, capables de respecter les traditions familiales. Esha, cependant, n'avait aucun intérêt à épouser quelqu'un choisi par ses parents. Elle rêvait d'aller à l'université, de voir le monde, mais elle savait que ses rêves s'éloignaient un peu plus chaque jour. La liaison avec Matthew lui avait donné un sentiment de contrôle, une façon de se rebeller contre la vie que ses parents avaient planifiée pour elle, mais elle se sentait aussi piégée. Elle savait que leur relation ne pouvait pas durer. Matthew était un homme marié avec une famille, et elle était trop jeune pour être prise dans quelque chose d'aussi compliqué. La culpabilité la rongeait, et la peur d'être découverte l'empêchait de dormir la nuit. Matthew aussi ressentait la pression. Sa double vie le rongeait. Chez lui, Suzanne avait remarqué des changements en lui, ses retours tardifs, sa distance grandissante, ses sautes d'humeur. Elle ignorait la raison de son comportement, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. L'affaire avait envahi les pensées de Matthew, et il avait de plus en plus de mal à maintenir l'apparence de l'époux parfait et du shérif modèle. À mesure qu'Esha s'éloignait émotionnellement, Matthew devint plus désespéré. Il ne voulait pas la perdre, mais il savait que leur relation était condamnée. Tous deux savaient qu'il fallait que quelque chose change, mais aucun d'eux n'était prêt pour ce qui allait se produire. Un samedi matin, un jogger local fit une macabre découverte, un corps à moitié submergé dans les eaux peu profondes de la rivière Broadleaf restait calme et immobile. Au début, le jogger pensa qu'il s'agissait peut-être d'un animal pris dans la rivière, mais en s'approchant, la forme indubitable d'un corps humain devint claire. Le jogger appela immédiatement le 911 et, en quelques minutes, le département du shérif de Crestridge arriva sur les lieux. Le shérif Matthew Holbrook se présenta, le cœur battant dans sa poitrine alors qu'il s'approchait du corps. La vue qu'il accueillit lui envoya une onde de terreur. Là, allongé dans l'eau froide, se trouvait Esha Khan. Son visage était pâle, ses vêtements trempés, et il n'y avait aucun signe immédiat de traumatisme. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler à une noyade accidentelle, mais Matthew savait mieux que cela. La peur qu'il habitait depuis des semaines se transforma en panique totale. Il ne pouvait laisser personne savoir la vérité sur leur relation,
pas maintenant, jamais. Le médecin légiste local, le docteur Harold Banks, arriva sur les lieux et procéda à un examen préliminaire. Il n'y avait aucun signe évident de violence, mais quelque chose dans la scène lui paraissait étrange. Le corps d'Esha était trop immobile, trop paisible, comme si elle avait été placée dans l'eau plutôt que d'y être tombée accidentellement. Le docteur Banks ordonna une autopsie et le corps fut transporté à la morgue du comté. Pendant ce temps, Matthew fit de son mieux pour garder son sang-froid. Il publia une déclaration à la presse, exprimant ses condoléances à la famille Khan et promettant une enquête approfondie sur la mort d'Esha. Mais à l'intérieur, il s'effondrait. Il savait que si quelqu'un creusait trop dans la vie d'Esha, il découvrirait leurs liens, et ce serait la fin de tout. Alors que l'enquête sur la mort d'Esha commençait, la détective Eleanor Marsh, d'un comté voisin, fut appelée en renfort. Marsh était connue pour ses compétences d'enquêtrice pointue et sa capacité à percevoir la tromperie. Dès qu'elle arriva à Crestridge, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La ville, bien que petite et tranquille, semblait cacher un secret, et Marsh était déterminée à le découvrir. Marsh commença par interroger les personnes les plus proches d'Esha. Sa famille, dévastée par la perte, raconta à Marsh qu'Esha avait agi de manière étrange dans les semaines précédant sa mort. Elle était devenue plus renfermée, plus secrète, et évitait les questions de ses parents sur son avenir. Ils avaient supposé qu'il s'agissait simplement du comportement typique d'une jeune femme aux prises avec les pressions de l'âge adulte, mais ils se demandaient maintenant s'il y avait quelque chose de plus. Les amis d'Esha dressèrent également le portrait d'une jeune femme en difficulté. Elle s'était confiée à quelques-uns d'entre eux, leur révélant qu'elle voyait quelqu'un, mais elle n'avait jamais dévoilé son identité. Elle avait laissé entendre qu'il était plus âgé, que leur relation était compliquée, et qu'elle ne savait pas quoi faire. Ses amis avaient pris cela à la légère, pensant qu'il s'agissait d'une passade, quelque chose qui finirait par s'estomper, mais maintenant, ils commençaient à voir les signes qu'ils avaient manqués. L'instinct de Marsh lui disait que la mort d'Esha n'était pas accidentelle. Il y avait trop de questions sans réponse, trop de pistes floues. Mais sans preuve concrète, elle n'avait que des soupçons. Les résultats de l'autopsie allaient prendre du temps, et pour l'instant, elle ne disposait que de doutes. Pendant que l'enquête sur la mort d'Esha se poursuivait, la vie de Matthew Holbrook commençait à s'effondrer. C'était un homme habitué à l'ordre, à la discipline et au contrôle, des qualités qui lui avaient bien servi en tant que shérif. Mais maintenant, tout ce qu'il avait construit était sur le point de s'effondrer. Le poids de sa liaison, la découverte du corps d'Esha et l'enquête en cours menaçaient de l'écraser. L'enquête qui suivit resserrait l'étau autour de lui. Chez lui, sa femme Suzanne remarquait plus que quiconque les changements chez Matthew. Il avait toujours été un homme réservé, mais la distance qu'il avait mise ces derniers mois était devenue insupportable. Il parlait rarement au dîner, restait souvent tard au bureau ou faisait de longues promenades en voiture sans donner d'explication. Suzanne avait commencé à poser des questions, doucement au début, mais de plus en plus insistantes avec le temps. Incapable de lui fournir les réponses qu'elle cherchait, Matthew se referma encore plus sur lui-même, sa culpabilité se manifestant par de l'irritabilité et de la paranoïa. Mais c'était l'enquête qui était la vraie source de sa peur. En tant que shérif, Matthew avait accès à toutes les preuves, et à chaque nouvelle pièce qui arrivait, son angoisse augmentait. Il savait que si quelqu'un découvrait la nature de sa relation avec Esha, il serait fini, non seulement en tant que shérif, mais aussi en tant que mari, père et membre de la communauté. Tout lui serait arraché en un instant. Dans un moment de désespoir, Matthew décida de prendre les choses en main. Une nuit, il se rendit à la salle des preuves, utilisant sa position pour accéder aux effets personnels d'Esha. Son téléphone avait été retrouvé près de la rivière, mais il avait été endommagé et les enquêteurs n'avaient pas encore réussi à récupérer les données. Matthew savait que s'ils parvenaient à déverrouiller le téléphone, leur message révélerait tout, les rencontres secrètes, la liaison et la dernière dispute qu'ils avaient eue avant sa mort. Les mains tremblantes, il effaça les preuves. Les messages furent supprimés du téléphone et l'appareil fut discrètement jeté dans une benne loin du bureau du shérif. Il se convainquit que c'était le seul moyen de protéger sa famille, mais au fond de lui, il savait que ses actions l'enfonçaient davantage dans un réseau de mensonges dont il ne pourrait s'échapper. Pendant ce temps, la détective Eleanor Marsh poursuivait son enquête et commençait à reconstituer une image plus complète de la vie d'Esha. Tout le monde s'accordait à dire qu'Esha était une jeune femme brillante et ambitieuse qui rêvait de quitter Crestridge pour aller à l'université. Mais quelque chose avait changé dans les mois précédant sa mort. Selon ses amis, elle était devenue plus renfermée, plus secrète et plus anxieuse. Marsh interrogea les parents d'Esha, Imran et Fatima Khan, qui étaient dévastés par la perte de leur fille.
Ils la décrivirent comme une fille dévouée qui avait toujours respecté leurs souhaits, mais ils avaient remarqué qu'elle s'éloignait d'eux ces derniers mois. Ils avaient supposé que c'était le comportement typique d'une jeune femme aux prises avec les pressions de l'âge adulte, mais se demandaient maintenant s'ils avaient manqué un signe crucial. Une amie d'Esha, Lila Abbas, fournit à Marsh une information clé. Lila révéla qu'Esha avait eu une relation avec un homme plus âgé, bien qu'elle n'ait jamais donné son nom. Esha avait confié à Lila qu'elle se sentait très partagée à propos de cette relation, tiraillée entre ses sentiments pour cet homme et la peur de ce que sa famille penserait si elle l'apprenait. Lila décrivit l'anxiété grandissante d'Esha, sa peur que les choses aillent trop vite et la sensation qu'elle était dépassée. Cette révélation fit retentir des signaux d'alarme chez Marsh. Qui était cet homme plus âgé et pourquoi personne ne s'était-il manifesté à propos de cette relation? Plus Marsh explorait le passé d'Esha, plus elle soupçonnait que cet homme, qui qu'il soit, détenait la clé pour comprendre sa mort. Les soupçons de Marsh furent renforcés lorsqu'elle accéda au compte en ligne d'Esha. Bien que sa présence sur les réseaux sociaux fût soigneusement contrôlée, il y avait des messages privés échangés avec quelqu'un utilisant le pseudonyme M. Les messages étaient cryptiques, remplis de langage émotionnel sur le fait de se sentir piégée, accablée et désireuse de fuir. Dans l'un des derniers messages envoyés par Esha, elle écrivait « Il faut qu'on parle. Je ne sais plus quoi faire ». Marsh savait qu'elle se rapprochait de la vérité, mais l'identité de M restait un mystère. Elle avait l'impression que cet homme n'était pas n'importe qui, il était quelqu'un de puissant, qui avait un intérêt certain à garder leur relation secrète. Juste au moment où Marsh commençait à rassembler les morceaux de la vie secrète d'Esha, un appel mystérieux parvint au bureau du shérif. L'appelant refusa de donner son nom, mais affirma avoir vu Esha rencontrer un homme quelques jours avant sa mort. Selon lui, l'homme était dans la fin de la trentaine, avait les cheveux foncés et conduisait un SUV noir, de la même marque et du même modèle que celui de Matthew Holbrook. L'appel anonyme provoqua une onde de choc dans la communauté. L'enquête de Marsh avait déjà pris une tournure sombre lorsqu'elle commença à soupçonner que l'amant d'Esha était quelqu'un en position d'autorité. Cet appel anonyme ne faisait que confirmer ses pires craintes. Mais sans preuve supplémentaire, elle ne pouvait pas agir. Elle avait besoin de quelque chose de concret, une preuve qui lierait directement Matthew à la mort d'Esha. Marsh décida de confronter Matthew en personne. Elle l'aborda avec précaution, posant des questions de routine sur l'enquête tout en sondant subtilement tout signe de culpabilité. Matthew, bien qu'apparaissant calme en surface, ne pouvait chasser l'impression que Marsh avait des soupçons. Il n'y a connaître Esha en dehors d'un cadre professionnel, insistant sur le fait qu'il n'avait interagi avec elle qu'en lien avec le vol survenu au magasin de sa famille. Mais Marsh n'était pas convaincu. Quelque chose dans la manière dont il évitait son regard et la façon dont ses réponses semblaient répétées lui donnait l'impression qu'il cachait quelque chose. Ayant déjà confronté de nombreux menteurs au cours de sa carrière, elle savait reconnaître quand quelqu'un mentait. Déterminée à découvrir la vérité, Marsh se mit à examiner les enregistrements de surveillance de la ville, datant de la semaine précédant la mort d'Esha. C'était une tentative désespérée, mais elle espérait que, quelque part dans les heures de séquence granuleuse, elle trouverait un indice. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'elle épluchait les vidéos des commerces locaux et des espaces publics, jusqu'à ce qu'elle fasse enfin une découverte cruciale. Une caméra située à l'extérieur d'une station-service en périphérie de la ville avait capturé une image fugace mais déterminante, Esha montant dans un SUV noir, une semaine avant que son corps ne soit retrouvé. Bien que la vidéo ne soit pas suffisamment nette pour identifier le conducteur de manière formelle, le véhicule correspondait à celui de Matthew. Muni de cette nouvelle preuve, Marsh retourna interroger Matthew. Elle le confronta avec les images, lui demandant des explications sur la présence d'Esha dans un véhicule qui ressemblait au sien. Matthew nia toute implication, affirmant que la vidéo était trop floue pour tirer des conclusions précises. Il insista sur le fait qu'il n'avait pas de relation avec Esha en dehors de ses fonctions de shérif et chercha à minimiser l'importance des images. Mais Marsh n'était pas dupe. Plus Matthew tentait de se distancer d'Esha, plus elle était persuadée qu'il cachait quelque chose. Marsh se mit alors à creuser plus profondément dans la vie personnelle de Matthew, interrogeant ses collègues, ses amis, et même sa femme Suzanne. C'est lors d'un entretien avec un des adjoints de Matthew que Marsh fit une découverte clé. L'adjoint, qui préféra rester anonyme, confia que Matthew avait un comportement étrange dans les semaines précédant la mort d'Esha, il travaillait plus tard que d'habitude, prenait des voyages d'imprévus et semblait inhabituellement tendu. L'adjoint mentionna également que Matthew avait été aperçu rencontrant Esha à plusieurs reprises, sans que cela n'ait éveillé de soupçons particuliers à l'époque. Mais maintenant, à la lumière de la mort d'Esha, l'adjoint ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas.
Avec chaque nouvelle révélation, les soupçons de Marsh se renforçaient. Matthew cachait quelque chose qui le liait à la mort d'Esha. Mais sans preuve solide, elle savait qu'il continuerait à échapper à la justice. Un nouveau tournant survint d'une source inattendue. En examinant les relevés financiers d'Esha, Marsh découvrit un compte bancaire caché à son nom, alimenté par de larges dépôts réguliers au cours des derniers mois. L'origine de l'argent était difficile à tracer, mais après des heures de recherche, Marsh parvint à relier ces dépôts à une série de comptes appartenant à nul autre que Matthew Holbrook. Cette découverte changeait la donne. Il était clair que Matthew soutenait financièrement Esha, probablement pour garder leur liaison secrète. L'argent servait à acheter son silence, mais était aussi devenu un soutien vital pour Esha, qui essayait de gérer la complexité de leur relation. Marsh avait désormais suffisamment de preuves pour confronter Matthew une dernière fois. Elle l'amena directement pour l'interroger, étalant les relevés financiers, les images de vidéosurveillance et les témoignages de ceux qui l'avaient vu avec Esha. La façade de Matthew commença finalement à se fissurer. Au début, il continua de tout nier, insistant sur le fait que l'argent était destiné à une affaire complètement différente et que ses rencontres avec Esha étaient purement professionnelles. Mais Marsh ne le laissait pas s'en tirer si facilement. Elle insista, soulignant les incohérences dans son récit, la chronologie qui ne collait pas, et les preuves accablantes qui pointaient vers une relation plus profonde avec Esha. Matthew savait que les murs se refermaient sur lui. Il sentait la pression monter et, pour la première fois, il réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Son secret était sur le point d'être exposé et, avec lui, tout ce pourquoi il avait travaillé s'effondrerait. Alors qu'il semblait que Matthew allait être arrêté pour le meurtre d'Esha, un rebondissement choquant émergea, surprenant en Marsh que Matthew. Les preuves médico-légales de l'autopsie révélèrent qu'Esha ne s'était pas noyée. En réalité, elle avait été empoisonnée. Le poison avait été administré en petites doses au fil du temps, menant à sa mort quelques jours avant que son corps ne soit retrouvé. La substance utilisée était un toxique rare, et une enquête plus poussée remonta la source jusqu'au magasin familial des Cannes. Marsh était stupéfaite. Pendant tout ce temps, elle s'était concentrée sur Matthew, convaincue qu'il était responsable de la mort d'Esha. Mais désormais, les preuves pointaient dans une direction totalement différente. L'enquête prit un tournant dramatique alors que Marsh commença à s'intéresser à la famille d'Esha. Il ne fallut pas longtemps pour que la vérité éclate au grand jour. Le père d'Esha, Imran Khan, avait découvert la liaison entre sa fille et Matthew quelques semaines avant sa mort. Enragé par le déshonneur que la relation avait apporté à sa famille, Imran avait pris la décision de régler l'affaire lui-même. Dans une série de confessions glaçantes, Imran révéla qu'il avait lentement empoisonné Esha, espérant se débarrasser de la honte qu'elle avait infligée à la famille. Il avait soigneusement planifié sa mort pour qu'elle ressemble à un accident, mais son plan avait finalement échoué. L'annonce de l'arrestation d'Imran provoqua une onde de choc à Crestridge. La mort d'Esha était le résultat d'un sens de l'honneur mal placé d'un père, et non les actions d'un shérif corrompu. Mais les dégâts étaient déjà faits. La vie de Matthew Holbrook était en ruine. Bien qu'il ne fût pas responsable de la mort d'Esha, sa liaison avec elle avait été révélée et les conséquences furent dévastatrices. Il fut contraint de démissionner de son poste de shérif, son mariage avec Suzanne s'effondra, et sa réputation dans la ville de Crestridge fut irrémédiablement détruite. Lui qui avait été un homme intègre, respecté par ses pairs, n'était désormais plus qu'un ancien shérif déshonoré, dont le plus sombre secret lui avait tout coûté. La mort d'Esha continua de hanter la ville bien après la clôture de l'affaire. Sa famille fut anéantie par la tragédie et la communauté se trouva divisée par les révélations sur la liaison et l'empoisonnement. L'affaire avait révélé les profondes tensions culturelles et personnelles qui se dissimulaient sous la surface de la ville, laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais totalement. En fin de compte, l'affaire devint une mise en garde, rappelant que les désirs cachés, les pressions culturelles et les loyautés mal placées peuvent conduire à des conséquences dévastatrices. Matthew Holbrook avait cherché de l'excitation et de la passion en dehors de son mariage, mais il n'avait trouvé que destruction et perte. Et Esha, une jeune femme prise entre deux mondes, avait payé le prix ultime pour un amour qui ne pouvait jamais être. L'histoire du shérif Matthew Holbrook et d'Esha Khan était une histoire de passion, de trahison et de tragédie. Ce qui avait commencé comme une liaison illicite entre un homme puissant et une jeune femme s'était terminé par un meurtre dévastateur qui avait ébranlé toute une communauté. L'enquête avait dévoilé non seulement les sombres secrets de leur relation, mais aussi les tensions cachées au sein de la famille d'Esha, des tensions qui avaient finalement conduit à sa mort prématurée. Au final, personne n'en sortit indemne. Esha était partie, la vie de Matthew était en lambeaux, et la famille Khan devait ramasser les morceaux de leur monde brisé.
L'affaire servit de rappel saisissant des dangers de la tromperie, du poids des attentes culturelles et des conséquences mortelles de garder des secrets trop longtemps. Alors que la ville de Crestridge tentait de tourner la page, le souvenir de la mort tragique d'Esha restait, un rappel obsédant d'une histoire sans vainqueur, seulement des victimes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre chaîne. Nous aimerions lire vos commentaires sur l'affaire que nous venons d'explorer.